Dans ce projet, notre objectif est clair. On cherche à établir un pont entre les mathématiques et la physique. En fait, on veut montrer que les outils qu'on a acquis au cours de la session en calcul avancé, comme les dérivées partielles, les séries de Taylor et les équations différentielles, sont pas juste des concepts abstraits, mais bien des outils puissants pour nous aider à comprendre le monde dans lequel on vit. Et puis, quel meilleur exemple que les équations de Navier-Stokes, un système mathématique complexe qui nous permet de décrire comment les fluides se comportent. C'est tout un défi à comprendre. Mais du mieux qu'on peut, ensemble, on va explorer la beauté mathématique et l'utilité physique de ces équations, en partant de leur origine jusqu'à leurs applications. Voici nos 15 semaines en 15 minutes. Commençons par un portrait historique des équations de Navier-Stokes. Elles portent le nom de Henri Navier, un ingénieur français, et de George Stokes, un physicien britannique. Dès le 19e siècle, ils ont cherché à décrire le mouvement des fluides à l'aide d'équations mathématiques en combinant la physique classique et le calcul différentiel. Navier est le premier à proposer des équations pouvant décrire le mouvement de fluides newtoniens en 1822, après avoir publié sa théorie mathématique sur l'élasticité quelques années plus tôt. Stokes, qui s'intéressait au mouvement des fluides depuis qu'il était étudiant, développe et approfondit le travail de Navier, arrivant ainsi aux équations de Navier-Stokes que nous connaissons aujourd'hui, qu'il publie en 1845. Ses recherches dans le domaine des fluides lui permirent aussi de formuler la loi de Stokes qui porte sur la viscosité. Tous les deux ont été inspirés par les travaux de grands scientifiques tels que Bernoulli, Euler et Lagrange. Entrons maintenant dans la partie centrale de notre projet, le développement mathématique des équations de Navier-Stokes. Premièrement, qu'est-ce qu'un fluide? C'est une matière qui, lorsqu'elle ne bouge plus, ne subit pas de stress, comme l'air ou l'eau. On parle ici de fluide newtonien, dont la viscosité est constante, contrairement au ketchup par exemple. De plus, le fluide sera incompressible, la masse volumique sera constante. Le but des équations de Navier-Stokes est de déterminer la vitesse et la pression du fluide à chaque point dans l'espace en fonction du temps. Pour cela, nous allons utiliser le grand vecteur V comportant une vitesse x notée U et une vitesse y notée V. Pour les fluides, nous allons utiliser un champ vectoriel qui représente la vitesse du fluide en chaque point. Pour simplifier notre compréhension, nous utilisons des animations en 2D. Mais les mêmes principes peuvent être utilisés en 3D. La première équation provient d'un concept simple. Rien ne se perd, rien ne se crée. Il faut alors que toutes les masses soient conservées et que rien ne soit créé. Pour s'assurer que cette règle soit respectée, nous faisons la somme du changement de vitesse dans chacune des directions. Et cela doit égaler 0. C'est le cas parce que si le fluide va plus vite, cela veut dire qu'il y a plus de matière entrant par le même laps de temps. Et l'inverse, si le fluide va plus lentement. Prenons un champ vectoriel, mettons des lignes représentant le mouvement du fluide. Regardons maintenant 2 points. La matière apparaît nulle part dans un et disparaît nulle part dans l'autre. Cette situation ne se peut donc pas. Regardons une autre situation. Le fluide accélère. Cela ne se peut pas aussi. Il devrait y avoir plus de matière à droite qu'à gauche. Cela ne se peut pas car nous créons de la matière. Pour la deuxième équation, nous allons utiliser les principes fondamentaux de la physique classique, les lois de Newton. On sait qu'un objet qui a une vitesse dans une direction va rester à cette vitesse tant qu'il n'y a pas de force appliquée sur lui. De plus, nous avons une loi quantifiant son accélération par rapport à sa masse et à la force appliquée. Nous avons donc juste à faire une sommation des forces sur le fluide et nous allons trouver son accélération. L'accélération est égale au changement de la vitesse selon le temps. Et puis, nous avons une sommation des forces, la gravité, la pression et les forces de la viscosité du fluide. Commençons par comprendre le terme d'accélération. Ce terme peut être développé. Nous obtenons maintenant 2 parties distinctes. Il y a une partie dite accélération locale et une partie dite accélération convective. L'accélération locale est simple à comprendre. C'est comment la vitesse en une direction va changer selon le temps.
L'accélération convective est le fait que le fluide va accélérer selon le champ de vitesse dans lequel il est. Reprenons un exemple qui était impossible lors du premier essai, mais maintenant, par exemple, réduisons la taille de la deuxième partie. Le fluide doit donc accélérer, comme vu, lors de la première équation. La masse est obligée d'aller quelque part. C'est comme s'il y avait un fluide dans un grand tuyau, et maintenant il va dans un petit tuyau. L'accélération convective, c'est l'accélération du fluide lorsqu'il se déplace dans l'espace, et non lorsqu'il se déplace dans le temps. Nous voyons donc un exemple de cela. Le fluide accéléré à travers l'espace. Le point blanc représente la trajectoire du fluide et son accélération. Ce changement de direction et d'accélération est causé par l'accélération convective. Analysons les forces maintenant. Le plus simple est la gravité. Si un fluide est présent, il va être attiré par la gravité, et sa vitesse va donc changer en fonction de cette force. Par exemple, prenons un fluide au repos. Il n'y a donc pas de champ vectoriel. La vitesse partout est 0. Mais lorsque la gravité est appliquée, le champ vectoriel est accéléré selon G. Il y a donc une accélération du fluide en fonction de la gravité. S'il est dans un tuyau, cette force sera contrée par la normale. La gravité est toujours présente. La pression est aussi simple. Elle va à l'inverse du fluide. Elle pousse contre celui-ci. Si un fluide essaie d'aller vers une zone élevée en pression, elle aura plus de difficultés. Par exemple, prenons un champ vectoriel d'un fluide qui va à une vitesse constante dans une direction. Maintenant, appliquons le principe. Le gradient de couleur montre la différence de pression. Si une des zones est de haute pression et l'autre est une zone de basse pression, alors le fluide va essayer d'aller de la zone de haute pression vers basse pression. Dans notre exemple, cela se concrétise par un changement complet de la vitesse du champ vectoriel qui va maintenant vers la zone de basse pression. C'est le même principe que dans vos tuyaux de maison. Finalement, la viscosité. Plus la vitesse change dans une de ces directions, la force de la viscosité va aller dans le sens contraire. Elle va essayer de diffuser cela dans le fluide. Cette force va à l'encontre des déformations. Par exemple, si nous prenons un champ vectoriel qui a une partie qui va dans le sens contraire de l'autre, alors le fluide va à l'encontre de cette déformation. Elle va faire une force sur le fluide intrinsèquement. Et donc, cela va faire une accélération dans le sens inverse à laquelle elle va pour notre situation. Il faut comprendre que dans notre situation, on montre seulement un des deux côtés qui change, mais en réalité, les deux côtés vont être influencés. Pensez que c'est comme si vous jetez dans l'eau dans le sens inverse d'une rivière. Votre eau va finir par suivre celle de la rivière, même si elle a l'air l'inverse à la base. Maintenant que l'on sait ce que ces équations font, il faut résoudre les équations. En effet, ces équations comportent 4 fonctions à 4 variables chacune. Il faut donc résoudre un système d'équations différentielles partielles non linéaires du second degré. Nous sommes seulement capables de trouver des solutions pour cette situation qui ne sont pas applicables dans la réalité. Ces situations sont l'écoulement du couette blanc en 2 plaques où une bouge, l'écoulement de Poiseuille-tube où c'est un écoulement dans un tube avec pression et l'écoulement du Poiseuille-blanc où c'est un écoulement en 2 plaques avec pression. De plus, dans ces solutions, on considère que le fluide se dirige seulement dans une des directions. Il y a un fluide linéaire et parfait. Cela ne s'applique pas dans les conditions réelles, dont un tel comportement ne se produit pas. Alors, il faut admettre que la puissance des mathématiques arrive à sa fin. Nous ne sommes pas capables de trouver des solutions continues à ce système d'équations. Mais nous devons quand même être capables de simuler les mouvements des fluides. C'est pourquoi nous avons décidé de faire une simulation. Pour ce faire, nous nous sommes inspirés d'un algorithme développé par la chaîne YouTube 10 Minute Physics, qui se spécialise dans la modélisation de plusieurs problèmes physiques modernes. Évidemment que créer une simulation à partir d'équations qui sont impossibles à résoudre est assez compliqué. Donc, nous nous sommes basés sur quelques principes. Le premier est que les fluides que nous allions utiliser étaient incompressibles. Le deuxième, que ces fluides allaient être sans viscosité. Et le troisième, nous nous sommes seulement limités à 2 dimensions pour rendre les calculs plus faciles. Il est aussi important de noter que cet algorithme se base sur la méthode eulérienne.
c'est-à-dire que l'espace qui sera étudié est divisé en plusieurs cellules, formant une grille, et que les propriétés dans chaque cellule est étudiée au lieu de devoir étudier plusieurs particules et leur mouvement dans l'espace. Pour une simulation, alors, il suffit d'observer le comportement des fluides dans chaque cellule au fil du temps. Il suffit donc d'appliquer un cycle de 3 étapes que nous allons appliquer un à la suite de l'autre tout le long de la simulation. Donc, la première étape consiste à appliquer toutes les forces qui s'appliquent sur le fluide à ce moment-là. Donc, si on regarde notre système simple sans viscosité, la seule force est la gravité. La deuxième étape est de s'assurer que les fluides sont incompressibles, c'est-à-dire qu'il y a autant de fluides qui rentrent dans une cellule qu'il y en a qui sortent. Finalement, la dernière et troisième étape, c'est de s'assurer que les propriétés d'une cellule sont transmises à la prochaine. Pour ce faire, nous utilisons l'advection semi-lagrangienne. De plus, avec un peu plus de code, il est possible d'obtenir quelques informations supplémentaires. Notamment, comment les fluides vont interagir avec des objets qui sont impossibles à bouger, la pression du fluide, ainsi que la direction du vent qui pousse le fluide dans notre système. Tout cela est possible grâce à des versions simplifiées des équations de Navier-Stokes. Effectivement, ces équations ont des applications qui sont non seulement réelles, mais très tangibles, pas seulement théoriques. Premièrement, en météorologie. Parce que oui, l'air, c'est un fluide. Donc on peut non seulement prévoir la température qu'il fait dehors, mais également le comportement des tempêtes. Assez pratique dans des endroits comme la Floride, où les ouragans sont plus que fréquents. Ensuite, en océanographie, où on peut mieux comprendre les courants marins et le mouvement des eaux en général. Également, en médecine, où on peut modéliser la circulation du sang et l'air dans nos poumons. C'est ce genre de modèles qui permettent aux médecins de mieux comprendre le corps humain et donc de mieux traiter leurs patients. Bref, en général, l'ingénierie. Optimiser les turbines, les éoliennes, les systèmes d'irrigation, tout système qui est en contact avec un fluide, généralement l'air ou l'eau, c'est à ça que ça sert. Mais s'il y a un domaine où les équations de Navier-Stokes ont eu le plus d'influence, c'est en aéronautique. Prenons un exemple, le Airbus A380, ce géant, le plus gros avion commercial en fait. Lors de sa conception, un problème clair est survenu. La création d'immenses vortex au bout des ailes, c'est-à-dire des gros tourbillons d'air qui restent là pour plusieurs minutes, donc non seulement mettant en danger les passagers de l'avion, mais de tous les autres engins qui suivront le trajet. Pour remédier à ce problème, le bout des ailes de l'avion est équipé d'appendices, c'est-à-dire de 2 petites courbures vers le haut et vers le bas. C'est grâce à ce genre d'innovation venant de notre compréhension du mouvement de l'air que nous avons pu faire voler cet avion. Sans les équations de Navier-Stokes, rien de cela serait possible. En somme, ce projet nous a permis de constater à quel point les notions mathématiques avancées sont au cœur des phénomènes physiques qui nous entourent. Les équations de Navier-Stokes ne sont pas simplement des casse-têtes de symboles. En réalité, ce sont des outils très puissants qui nous permettent de faire plein de choses, comme par exemple prévoir la température, comprendre le fonctionnement des poumons et même faire voler un avion. Puis, en combinant la rigueur mathématique et l'intuition physique, en fait, on se rend compte que la frontière entre la théorie et les applications réelles est très mince. Et c'est justement cette jonction entre les deux qui donne tout son sens à notre projet. On tient à remercier M. Slimane Benelkourchi du département des mathématiques pour son aide précieuse lors de ce projet. Merci beaucoup.